J'ai le grand plaisir de recevoir Madame Farah Assid. Vous êtes maman d'un enfant autiste, Elias, qui a 11 ans, qu'on salue au passage. Bienvenue. Merci, bonsoir. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de venir témoigner dans cette émission sur cette thématique très importante et qui touche beaucoup de parents qui se retrouvent souvent désemparés. Peut-être aujourd'hui votre témoignage pourrait les orienter. J'ai également le grand plaisir de recevoir Monsieur Mourad Benhamzal. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes DG chargé de la protection des personnes aux besoins spécifiques au ministère de la Solidarité. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Salam alaikum. C'est moi qui vous remercie de participer à cette émission et j'ai le regret également d'annoncer l'absence du professeur Tapti Majid qui devait participer avec nous à cette émission, pédopsychiatre donc au CHU de Cheraga, à l'EHS de Cheraga. Il a eu un imprévu de dernière minute. Alors je commence avec vous, Madame Assid, des instructions. Je disais en préambule que des instructions ont été données, notamment par le Premier ministre, mais également par le Président de la République, par rapport à la facilitation, j'ai envie de dire, des enfants autistes. Cependant, on a beau finalement avoir les meilleures intentions et au plus haut niveau, il reste difficile aujourd'hui de scolariser les enfants autistes. Comment s'est passé pour vous déjà cette rentrée, pour votre fils? Cette rentrée a été un petit peu difficile, comme toutes les rentrées en fait, du fait qu'il y a toujours des obstacles. Nous avons en fait des couches d'obstacles, puisqu'il faut par exemple trouver une AVS. Une AVS, c'est une auxiliaire. Auxiliaire de vie scolaire, tout à fait. Il faut trouver l'AVS seule, il faut la payer, il faut la faire accepter par l'établissement scolaire qui souvent les refuse. Et là encore, c'est lorsque l'établissement accepte l'enfant. C'est ce que ça aussi, c'est une voilà. Et puis il y a l'enfant aussi qui doit être accepté. Donc c'est problème sur problème. Oui. Donc Elias n'a pas eu droit à une rentrée cette année. Il devait être admis en 5e année, c'est ça? Tout à fait, il l'est d'ailleurs, mais sa chaise est vide. Il est avec moi à la maison parce que je dois lui trouver une auxiliaire de vie scolaire. Oui. Monsieur Benhamzal, alors la ministre de la Solidarité a annoncé l'ouverture pour cette rentrée 2021-2022, l'ouverture de 238 classes, tout palier confondu. Alors qu'est-ce que cela peut changer finalement? Ça nous paraît peu, parce qu'on sait aujourd'hui que les enfants qui sont en liste d'attente sont aussi nombreux que les enfants qui sont scolarisés. Alors c'est 50-50, c'est ça si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que cela peut changer à la réalité de ces enfants autistes aujourd'hui? 238 classes. Bon, c'est vrai, 238, mais c'est des besoins qui ont été recensés par les 58 wilayat. Donc, selon les besoins, donc on a essayé de recenser 238 classes. Parce que dans une classe, qui prennent en charge ces classes qui prennent en charge les autistes, donc on ne peut pas y aller au-delà de 10. Donc on a pratiquement de 6 à 10. Donc la prise en charge, elle est vraiment un peu particulière et elle n'est pas facile aussi, parce qu'il faut avoir un personnel spécialisé. Donc pour ça ces classes... a un coût aussi, ah oui, bien sûr, absolument. bien sûr. Mais comme la scolarité, la gratuité de la scolarité, elle est normalement assurée par tous les enfants, normalement, selon la constitution bien sûr algérienne, et notamment selon la loi 0209 relative à la protection, la promotion des personnes handicapées. Donc l'enfant doit être scolarisé. Seulement le problème qui se pose actuellement, et vu aussi on n'a pas de centre spécialisé pour ces enfants-là, d'une part, et de deux, le problème qui se pose aussi, c'est l'encadrement juridique. Mais passons ce stade, et suite aux directives de M. le Premier ministre, normalement, on a donné des instructions fermes pour faciliter cette année la scolarité de ces enfants à travers nos 58 DAS. Bien sûr en collaboration avec le secteur de l'éducation nationale à travers les directions du wilaya pour justement faciliter la rentrée scolaire pour ces enfants-là. Donc il y a une note déjà, il y a plusieurs notes qui ont été faites. C'est-à-dire pour les écoles déjà, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui refusaient préalablement l'admission de ces enfants. Aujourd'hui, les écoles sont contraintes d'accepter ce genre d'enfants.
C'est ça, le problème, il est là, Oui. parce que c'est un problème de mentalité, c'est pas un problème de texte. Parce que le texte, il n'y a aucun problème, on peut l'adapter, mais le problème maintenant, c'est normalement, il faut avoir l'engagement de tout un chacun. Donc, par exemple, parmi les mesures urgentes qui ont été prises ces derniers temps, donc déjà, le ministère le ministère de l'Éducation nationale a envoyé une note au directeur de Wilaya donc pour le renouvellement, pas de renouvellement, l'annulation de renouvellement de l'autorisation d'une. Et nous on a envoyé aussi au directeur d'action sociale de Wilaya aussi pour justement alléger les procédures d'ouverture et bien sûr, bien sûr là, j'insiste sur les choses, c'est que suite à un besoin qui est émanant, qui est exprimé par le parent, à la demande, bien sûr, avec un certificat médical d'un pédopsychiatre ou d'un psychiatre, le cas échéant. Donc, ça nécessite un auxiliaire ou un accompagnateur. J'aimerais bien parler d'un accompagnateur qu'un AVS, parce qu'on n'a pas de statut actuellement d'AVS. On va y revenir, c'est un point très important sur lequel on va revenir, les AVS ou les auxiliaires de vie. Je vais vous proposer de regarder justement un reportage, on va revenir un peu sur cette rentrée. C'est un reportage qui parle globalement de la rentrée des enfants aux besoins spécifiques. Un zoom particulier sur la rentrée à Djidjel, la rentrée des enfants sourds et malentendants. Regardez, c'est un sujet signé Samia Boualouche. Donc voilà, c'est le rêve de tous les parents, une année scolaire réussie, une année scolaire ordinaire. Ce sont les classes annoncées, donc je vais revenir encore une fois sur les classes consacrées aux enfants autistes, les 238 classes annoncées par le ministre de la Solidarité. Ce sont des classes spéciales, monsieur Benhamzal. Alors peut-être que certains parents diront que c'est pas ça la solution, parce qu'on cherche en finalité l'inclusion de l'enfant autiste. Est-ce qu'il ne serait pas une erreur de le mettre dans une classe spéciale et de ne pas l'intégrer dans une classe intégrée, justement? Non, là il y a 3 catégories d'enfants avec des troubles de spectre d'autisme. Le premier avec des troubles lourds. Là, normalement, l'enfant est orienté vers un établissement vraiment pour une prise en charge psychologique et éducative. Donc, il ne peut pas être intégré dans une classe spéciale. D'accord, pour une scolarisation en attendant de développer des apprentissages par la suite. Donc, d'une part, la deuxième catégorie qui peut être dans une classe spéciale, il s'agit avec des troubles un peu moins stables et faibles. Des troubles associés peut-être avec un retard du langage, comme la dyslexie. Exact. Donc il peut être orienté vers une classe spéciale. Et là, c'est avec, bien sûr, il y a un conseil psychopédagogique au niveau de nos établissements spécialisés. Soit il passe par un conseil psychopédagogique, soit il est par une commission spécialisée de wilaya. Donc chaque wilaya, il y a une commission spécialisée composée de plusieurs professionnels, de personnel de l'éducation nationale, des conseillers d'orientation, psychologues, orthophonistes, etc. Donc, et même des maîtres et des professeurs d'enseignement spécialisés. Donc là, il décide sur l'orientation parce qu'il voit ses capacités. Si vous permettez, M. Benhamzal, le médecin peut décider aussi de l'orientation. Bien sûr, l'allègement, justement. Le médecin, c'est le premier. Le médecin, c'est le premier. Le pédopsychiatre, donc il y a un certificat médical. Suite à un certificat médical, donc, mais par la suite, sur le plan prise en charge, c'est-à-dire sur le plan capacité, sur le plan apprentissage, donc il y a le conseil psychopédagogique où il passe par une commission spécialisée au niveau de Wilaya. Une fois il est passé là, donc c'est la commission qui décide sur son orientation. Soit, donc ce n'est pas le médecin. Non, le médecin c'est le premier. C'est le premier le médecin. Donc c'est un travail de groupe. De groupe, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc une fois l'enfant il a son orientation. Mais l'allègement, si vous permettez, j'insiste sur ce point parce que en faisant des recherches, j'avais trouvé des déclarations notamment du professeur Chakali du ministère de la Santé qui revenait sur le décret de 2019, qui parlait justement de la révision de ce décret de 2019 en disant que parmi les points qui viennent faciliter la rentrée de ces enfants,
c'est justement que l'orientation désormais, elle sera faite uniquement par le médecin. On n'aura pas à attendre la décision, parce que ça aussi, ça va retarder la décision de l'orientation de l'enfant. Je vais vous faire réagir là-dessus, parce que je pense que c'est un point qui vous touche. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Donc finalement... Justement, le cas pose actuellement, parce qu'il y a ici, j'allais dire, il y a des mesures qui ont été prises, notamment l'éducation par une note, l'annulation de la fameuse autorisation due, et le ministère de la Santé, justement, normalement, uniquement pour le diagnostic, normalement, il doit se faire normalement uniquement par un pédopsychiatre ou un psychiatre dans le cas échéant. Donc, pour cette année, on va passer par cette mesure. Et il y a une commission qui va travailler. On va essayer d'alléger les situations. Pour le troisième cas, je peux revenir pour le troisième cas. Quand il s'agit des personnes autistes, ils ont des capacités nécessaires pour qu'ils soient dans une classe ordinaire, mais seulement il a besoin d'un accompagnateur, d'un auxiliaire. Oui, qui désormais pourra être choisi par les parents, parce qu'avant, on exigeait qu'il soit nommé par vos services. Oui. Alors ces mesures qui ont été annoncées, vous allez me dire que finalement, peut-être que ça n'apporte pas grand-chose parce qu'elles existaient déjà, c'est ça ce que vous pensez? Aujourd'hui, alors les sont annoncées comme des mesures de facilitation pour l'accès à l'école justement de ces enfants. Alors il y a ce que nous disions à l'instant, donc l'orientation de ces enfants pour des classes normales ou des classes on va dire intégrées, classes spéciales ou classes des centres de la solidarité, est décidée par un médecin, sera décidée par le médecin. Le deuxième point, justement, c'est le choix. C'est le choix de l'auxiliaire par les parents. Est-ce que ce sont des mesures qui facilitent effectivement les choses ou pas? Ça facilite les choses dans la mesure où on utilise ces diagnostics, entre guillemets, et ces comptes rendus pour pouvoir scolariser les enfants quand ces comptes rendus sont positifs pour nos enfants. C'est-à-dire si l'enfant a été estimé scolarisable, dans le compte rendu de l'équipe pluridisciplinaire, par exemple d'un centre psychopédagogique, l'enfant rentre. C'est-à-dire même si le directeur ne peut plus résister à son inclusion. Parce que là, c'est fait par une institution étatique. C'est pas comme d'ailleurs les comptes rendus établis par les psychiatres et par les pédopsychiatres ne sont pas acceptés comme mais en principe, justement, cette nouvelle mesure est censée justement faciliter cette mesure, c'est-à-dire il suffit d'une orientation faite par le médecin de l'enfant pour qu'il soit orienté. Alors je vais vous dire la vérité des vérités. C'est que depuis toujours, quand on tombe sur des directeurs normaux, entre guillemets, humains, et qui acceptent ce type d'enfants, ils acceptent tout type c'est-à-dire ils ne rechignent pas. Quand on tombe sur des directeurs qui résistent, là nous sommes obligés de passer par l'État. Pourquoi ils résistent? Pourquoi ils résistent? Parce qu'ils refusent ce type d'enfants pour des considérations diverses. D'ailleurs, si vous permettez, nous avons quelques explications qui sont liées souvent au classement entre établissements. Dès qu'ils voient un enfant à besoins spécifiques, ils imaginent tout de suite les notes baissées, les notes de leur établissement. C'est des considérations un petit peu personnelles. On a beaucoup de préjugés en fait. On a beaucoup de préjugés, on ne croit pas en eux. Il y a une stigmatisation finalement de ces enfants. On est clairement devant la stigmatisation. Tout à fait, il y a un manque terrible de sensibilisation. On ne les reconnaît pas comme enfants, je veux dire, comme enfants finalement. À part entière, oui. Oui, je suis désolée de le dire, mais c'est le cas, c'est ce que nous ressentons et c'est ce qu'ils ressentent eux aussi. Oui. J'ai juste une question, si vous permettez, bien sûr, à M. Benhamzal. Est-ce que ces classes spéciales qui ont été créées pour les enfants autistes sont chapeautées par le ministère de la Solidarité, comme c'est le cas pour les autres classes spéciales? Normalement, ces classes-là, c'est vrai, les encadreurs relèvent de notre secteur, à savoir les professionnels et les enseignants spécialisés, avec même les accompagnateurs. Mais sur le plan pédagogique, normalement, ça relève parce qu'ils suivent normalement le programme d'éducation nationale, bien sûr, avec des adaptations, avec des pédagogies un peu développées, justement, pour mieux
réussir leur scolarité, quoi. Donc, l'évaluation, concernant l'évaluation, les examens et tout, ça relève de la compétence de l'éducation nationale. Parce qu'ils suivent justement ils suivent le programme d'éducation, mais ça n'empêche que notre secteur aussi accompagne les enseignants en matière de pédagogie, en matière les outils didactiques et tout, pour justement assurer une meilleure scolarité pour les enfants. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a un énorme problème dans les classes spéciales qui étaient déjà créées auparavant, par rapport au fait que ces enfants restent un petit peu coincés dans ces classes-là, ils n'évoluent pas. Il faut pas. C'est la question que je posais tout à l'heure. Il faudrait penser à l'intégration de ces enfants plutôt que de penser à créer des classes spéciales. De toute façon, on va revenir sur ce point parce qu'il est très important, Madame Acide. Alors, comment on classe aujourd'hui ces enfants, les enfants autistes? Alors, il est établi aujourd'hui que l'autisme, qu'il n'y a aucune corrélation entre l'autisme et le déficit intellectuel. Ce sont des enfants intelligents, même s'ils ont des retards parfois, des retards verbaux. Mais on sait clairement aujourd'hui que ces enfants n'ont pas de déficit intellectuel, donc ils ont une intelligence normale, parfois supérieure à la norme. Les classes aujourd'hui, est-ce qu'on les classe dans les maladies psychiatriques? Un génie, c'est un autiste, parce qu'il dépasse la normale. Oui. D'accord. Donc, c'est vrai. Donc, maintenant, le problème qui se pose actuellement, c'est que avec la législation algérienne, notamment par la loi 0209, et notamment il y a un décret 14204 qui régit les 4 types d'handicap. Donc, à savoir, il y a le moteur et le mental, l'auditif et le visuel. Donc, ces 4 types qui sont reconnus à travers la législation algérienne. Maintenant, l'autisme, c'est vrai, il a été développé et c'est une problématique qui existe, d'accord. Donc, ce n'est pas à nous, parce qu'on est des administrateurs, c'est aux médecins, bien sûr, de définir déjà et de classer l'autiste. Est-ce qu'il est en handicap, dans la catégorie d'handicap, ou bien il présente des troubles, et avec le temps, s'il y a une bonne prise en charge sur tous les plans, éducatifs, pédagogiques et même scolaires et tout, psychologique surtout, donc normalement il est intégré dans un groupe très ordinaire. Et d'ailleurs, même par la même occasion, on a des très bons résultats pour les autistes. Pour cette année, on a des classes pour 6e année, et pourtant, 5e année, et pourtant, il y avait la note de ne pas obliger les parents pour l'examen de fin de 5e année, ils sont admis de bons résultats, admis à 100%. On a 2-3 classes à Alger, on a aussi à Bdjaya, donc quand même, on a des échantillons. Et c'est pour cette raison-là, donc il faut qu'il y ait une conjugaison, une synergie de tout le monde pour justement trouver une stratégie globale de tous les secteurs. Moi, je voulais rebondir sur la note du ministre de la Santé, parce que c'est important. D'ailleurs, même pour cette année, on a essayé d'alléger la procédure, notamment pour les autistes, dans ce sens. D'ailleurs, même la note, elle est claire de la santé, qui a été envoyée au directeur de wilaya de la santé. Donc, elle était claire. C'est-à-dire le diagnostic, il ne se fait pas. Le pédopsie ou un psychiatre, elle est suffisante pour que l'enfant soit orienté dans une classe spéciale. Si par exemple il présente toujours des troubles, je dirais un peu moins, mais sinon s'il peut suivre dans une classe ordinaire, il peut être dans une classe ordinaire avec ses pairs. Alors, il faut aujourd'hui faut dire clairement finalement que ce trouble, pour ne pas dire maladie, que ce trouble est aujourd'hui. Est-ce une maladie? Oui. Justement, est-ce qu'elle est classée une maladie aujourd'hui, l'autisme chez nous? Les médecins qui... Ce n'est pas classé. Vous disiez à l'instant qu'il y a un vide juridique. Justement, alors pour le trouble autistique, il est clair qu'il s'agit qu'on ne comprend pas encore ce trouble. Ce n'est pas uniquement l'apanage de l'Algérie, j'ai envie de dire, mais chez nous, on est vraiment au balbutiement. Tout est à faire dans ce domaine. À commencer par le diagnostic. Alors, est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'on ne comprend pas
le cas, par exemple, de votre fils, qu'il ne s'agit pas. Vous dites que votre fils, par exemple, hein, pour rappeler, il est très intelligent, il a été diagnostiqué Asperger. Tout à fait. Voilà, il a 11 ans. Est-ce qu'on le comprend finalement? Vous savez, on n'en est même pas là. Vous me pardonnez, mais on n'en est même pas à le comprendre ou à ne pas le comprendre. Parce que rien, en fait... On est déjà à l'acceptation. On est à l'acceptation, on en est là. Comment vous expliquer que malgré toutes les directives, moi je me pose cette question et j'ai besoin de réponses. Comment vous expliquer que malgré toutes ces directives, malgré toutes ces décisions quand même données par la plus grande autorité du pays, qui est le président de la République, qu'il y ait toujours des directeurs d'école qui refusent? Qu'on m'explique pourquoi les directeurs d'école refusent. Maintenant, ce qui nous facilite un peu la tâche grâce à ces instructions... Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont... Il y a une bonne intention. Et il y a des mesures qui sont en train de se faire. Je viens de le dire et M. Hamzal vient de l'expliquer. C'est vrai que beaucoup de choses restent à faire. Mais je pense que dans l'avenir, il faudra peut-être aller à l'obligation, vers l'obligation justement de ces directions. Ce n'est pas à eux de prendre la décision désormais. Tout à fait, bien sûr, parce que c'est une décision collégiale, parce que la prise en charge du ministère de la Solidarité parmi ses missions, elle est éducative, et notamment par le biais, suite aux instructions de Madame la ministre, c'est-à-dire pour justement aider ces populations-là. Donc il y a des espaces, en l'absence de centres spécialisés, dédiés pour ces enfants-là. Donc il y a des espaces qui sont aménagés en nombre de, je peux même vous dire le nombre, c'est 159 établissements qui sont aménagés pour justement les enfants autistes, et notamment les lourds. Les lourds, donc déjà, d'une, on a aussi, sans oublier les efforts qui sont fournis par les associations. Mais il faut dire que les lourds ou les sévères, monsieur Benhamzal, si vous permettez, ne représentent qu'une minorité. C'est ça peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est que, les autistes, justement, sévères, ne représentent que 10% à peu près de l'ensemble des autistes. Le reste, c'est-à-dire à peu près 75% quand même, ou plus, 80%, ou peut-être même plus, peuvent s'intégrer dans une scolarité normale et suivre un cursus normal. Si vous permettez, on va essayer d'avancer dans le débat. On ne va pas rester uniquement sur cette question de scolarité ou de refus malheureusement de scolarité. J'avais envie justement de vous faire réagir là-dessus parce qu'aujourd'hui il faut comprendre que l'intelligence de l'autisme, la pensée autistique, c'est quoi la pensée autistique aujourd'hui? Vous qui vivez avec votre fils depuis 11 ans quand même, quand on vous a annoncé par exemple que votre fils est autiste, qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit qu'il allait être, parce que c'était assez tôt quand même, on nous a dit... Il avait 3 ans, c'est ça? Voilà, on nous a dit qu'il allait être différent. Que ce n'est pas parce qu'il ne regarde pas dans les yeux, qu'il n'écoute pas ou qu'il ne comprend pas, ce n'est pas parce que vous avez l'impression qu'il est ailleurs, qu'il n'est pas présent, etc. On nous a parlé avec des mots très simples pour nous expliquer la chose. En fait, nous étions choqués parce que nous ne savions pas ce que c'était. C'est quand même, c'est normal, personne ne savait. On a besoin d'explications, on a besoin d'explications, mais en même temps, comme on ne sait pas d'où vient l'autisme, donc même les explications des experts sont un petit peu, ne sont pas très bien satisfaisantes pour nous. Mais je sais que vous voulez avancer, mais avant de... Est-ce qu'on vous a expliqué qu'il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental? Oui, ça. Là où il a été bien diagnostiqué, c'est pour ça que je voulais revenir au diagnostic. Et c'est pour ça que je voulais revenir on y arrive, on va parler du diagnostic. Obliger les écoles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que nous-mêmes, on n'est pas tout à fait d'accord, puisqu'il faut d'abord préparer la chose. Il faut préparer les directeurs, préparer les écoles, préparer les enseignantes. Ensuite, on les oblige à accepter. C'est-à-dire les préparer, les former. Les former, c'est trop dire. On n'a pas le temps. Ils vont être formés tôt ou tard. Ça rentre dans l'instruction. Je suis au courant. Donc, ils vont être formés. Mais déjà, il faut les informer. Juste les informer. Parce que quand on va les voir, on nous dit non, on nous a pas parlé, on n'en a rien reçu, etc. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le problème du diagnostic.
On y arrive, Madame Assit, si vous permettez. D'accord. On parlait justement du trouble neurodéveloppemental. Est-ce qu'aujourd'hui, il est logique qu'une consultation d'un enfant autiste chez nous relève encore de la psychiatrie, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un trouble psychiatrique, Monsieur Benhamzal? Non, actuellement, parce que le problème qui se pose par rapport à l'enfant autiste, il y a trois concepts importants. Parce que l'enfant autiste, il développe un problème de communication, et un problème de comportement, et un problème de développement. Donc, sur le plan intellectuel, vraiment, il y a une bonne prise en charge précoce. Absolument. Normalement, il peut être intégré facilement dans le... Et là, normalement, je dirais, les professionnels, avec une équipe pluridisciplinaire, normalement, travaillent sur ces trois. D'ailleurs, même, on parle d'une approche éducative, comportementale, développementale. Donc, les trois concepts, normalement, ils travaillent sur cette approche avec une équipe pluridisciplinaire pour justement mieux diagnostiquer l'enfant et l'orienter à travers un projet. Ici, pour cette raison, tout à l'heure, j'ai parlé sur le projet personnalisé, individualisé. Donc, chaque personne, c'est vraiment, elle est bien diagnostiquée, donc on lui donne un projet en fonction de ses capacités. Donc, il peut développer ses capacités d'une, et de deux, il peut être intégré facilement dans le milieu. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la maman d'Elias. Donc, elle pose un problème très important, c'est le problème de l'acceptation. Elle est désemparée. Hein. Tout à fait, parce que... oui, bien sûr, elle parle avec Ousmane, je la comprends. C'est normal, c'est compréhensible. C'est un problème, il faut le dire. Oui, bien sûr, il ne faut pas cacher les choses. Mais seulement, maintenant, je dis, il y a des instructions. Il y a des instructions de haut niveau. Donc nous, normalement, on devait, de notre devoir, d'appliquer ces instructions. D'accord. Donc maintenant, le problème qui se pose actuellement au niveau des établissements, c'est une question de mentalité, donc l'acceptation des uns et des autres. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Donc maintenant, si on a... Ça va prendre combien de temps la mise en place de ces classes et de tout ce que vous avez annoncé? C'est bien beau hein, de parler des intentions, de tout ce qui est en train de se mettre, de tout ce qui est en train de se mettre en place. Ça va prendre combien de temps tout ça pour avoir des résultats justement? Il n'y a pas facteur de temps, parce que nous, on a fait un diagnostic. Parce que bien sûr. Voilà, le temps ne joue pas à la faveur de ces enfants. Tout à fait, on a fait un diagnostic. Non, les enfants actuellement, ils sont scolarisés, le plus normalement. Reste maintenant, le problème qui se pose actuellement, le problème qui se pose actuellement, c'est pour les accompagnateurs. Oui, ça pose parce que... Qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre? Voilà, du fait qu'il n'y a pas d'encadrement juridique, mais on essaie. Le secteur de la solidarité avec les ordres de Mme la ministre, sincèrement, elle était ferme dans ce sujet parce qu'il est très important. Et alors là, c'est-à-dire, elle a instruit tous les directeurs de l'action sociale d'appliquer, au moins d'aider les parents, et notamment par la formule, surtout quand le parent lui-même, il choisit son accompagnateur pour son fils. Oui. Donc c'est important. Donc normalement, l'autorisation doit être une formalité. D'accord. Oui. Maintenant, il reste le problème au niveau des directeurs d'établissement. Donc maintenant, ici pour cette raison, j'ai dit, l'autisme, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement un secteur ou deux secteurs, absolument. Mais chacun, bien sûr, avec ses prérogatives. Et pour, Inch'Allah, on va sortir avec Vous êtes partenaire du plan autisme aussi, Monsieur Hamzal? Oui. Oui, tout à fait. Vous êtes partenaire parce que c'est un plan aussi qui peine à voir le jour depuis le temps qu'il est avancé. D'ailleurs, par la même occasion, parmi les directives de Monsieur le Premier ministre, donc il y a un groupe qui a été installé, donc le groupe est installé au niveau de la primature, donc il y a une commission qui va chapeauter les trois sous-commissions. Il y a une sous-commission qui est en charge le plan national d'autisme, qui est sous la coupe du ministre de la Santé, bien sûr. Le deuxième, c'est le cadre juridique. Donc, on va essayer vous avez parlé la fameuse circulaire du 3 septembre 2019 qui a été signée par 4 ministres. Oui. Donc on va essayer d'améliorer parce qu'il y a
Quand même, il y a des points qui sont positifs, il faut les valoriser. Reste maintenant, il y a des insuffisances, on peut les modifier par une autre circulaire, par exemple. Là. Et le troisième aussi, c'est la création d'établissements spécialisés. Et c'est important parce que là, et je fais allusion pour les classes spéciales. Maintenant, pourquoi les classes spéciales, elles seront, si vous permettez, Monsieur Hamzal, les classes spéciales, elles seront à quel niveau? Au niveau de toutes les wilayas, parce qu'on parle beaucoup de la capitale et des grandes villes, mais on a tendance parfois à oublier les enfants aussi de l'intérieur du pays. Elles seront où? Est-ce que vous avez une idée des établissements? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, on peut avoir une idée globale, sans détail. On a des rapports quotidiens on a demandé au directeur de l'action sociale. Pour que les parents aient une idée, c'est-à-dire pour orienter les parents qui nous regardent aujourd'hui, les classes spéciales seront au niveau de quel établissement? Déjà, dans notre stratégie, notre objectif au niveau du ministère, ce n'est pas uniquement la capitale. La capitale, peut-être parce qu'il y a un problème qui est là, donc on le gère. On les connaît, les établissements qui vont abriter ces classes? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi 238 et pas 240? Parce qu'ils sont recensés. Ils sont recensés à travers le territoire national. Donc, chaque wilaya, je prends par exemple le wilaya de Djidjil. J'ai été avec Madame la ministre pour l'ouverture officielle de l'année scolaire de 2021-2022 au niveau du Djidjil, à partir de l'école des enfants auditifs du Djidjil. Donc déjà Djidjil, il a normalement 5 à 6 classes. 5 à 6 classes, il a demandé 5 à 6 classes, il a demandé 19 accompagnateurs. Vous voyez, donc c'est des besoins qui ont été exprimés par rapport... Si vous permettez, si je suis parente d'un enfant autiste et j'ai besoin de scolariser mon enfant, comment je devrais me prendre? S'orienter vers les académies, s'adresser à qui aujourd'hui pour savoir les classes? Maintenant, on a essayé d'alléger le maximum, parce que l'enfant, normalement, il doit être dans un établissement scolaire. Donc, le premier point, c'est l'établissement. L'établissement. Donc, la maman ou le parent en général, donc, il vient pour inscrire son fils. Avec, bien sûr, un dossier médical d'un pédopsychiatre ou d'un psychiatre. D'accord? Donc, il dépose son dossier là. Le dossier, normalement, c'est la procédure. Hein. Mais on a essayé d'alléger la procédure. Donc maintenant, si madame, par exemple, elle vient directement à la DAS. Si par exemple, la première formée, si elle a déjà l'accompagnateur, donc elle lui fait une autorisation, donc il est orienté directement vers l'établissement. Un accompagnateur? Et qui le fait surtout? Aujourd'hui, c'est à la charge des parents. Ça, c'est pas évident. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer une auxiliaire de vie privée pour son enfant. On bafoue l'article 13 de la Constitution. Hein. Et tout à fait, parce que le problème, donc, en absence de juridique, le statut, parce que donc maintenant, le problème qui se pose actuellement, c'est que là, cet accompagnateur au AVS, donc il n'est pas identifié. Il n'est pas identifié. C'est pour cette raison, on ne peut pas, par exemple, maintenant, je suis un directeur de l'action sociale, je vais demander, par exemple, 100 AVS. Je ne peux pas demander 100 AVS du fait qu'il n'existe pas dans la nomenclature du statut particulier de... Pourquoi on ne pense pas? Il y a des écoles, Mais maintenant, il y a une autre vision, il y a un travail si vous permettez, M. Hamzal, pourquoi on ne pense pas, ça se fait ailleurs dans des pays plus développés que le nôtre, pourquoi on ne pense pas dans les classes, en tout cas dans les classes intégrées, là où on accepte des enfants autistes dans une classe ordinaire ou une classe normale, pourquoi on ne pense pas tout simplement à mettre des assistantes à l'enseignant, c'est-à-dire ne pas avoir un AVS pour chaque enfant, parce que ça complique les choses. Pourquoi on ne pense pas à d'autres solutions aujourd'hui? Bien sûr, on est là justement de trouver. D'ailleurs, même à Alger, on a essayé de trouver. Certains enfants n'ont pas forcément besoin d'un accompagnateur. Si vous permettez, les premières années de scolarité de mon fils, il n'a jamais eu d'ailleurs, il n'a pas eu d'auxiliaire parce qu'il est tombé sur des enseignantes, soit qui étaient spécialisées. Elles étaient dans des classes ordinaires et normales. Bon, elles étaient recrutées dans des écoles. Et il est tombé dans des classes où il y avait des enseignantes, soit qui étaient spécialisées, soit qui avaient déjà connu l'autisme. Elles avaient déjà des enfants dans le passé. Et elles ont très bien pu
Elles ont très bien accepté. Elles ont votre fils, tout accepté, simplement. ça s'est très très bien passé. C'est une fois qu'il s'est retrouvé dans des classes sans enseignante avec de l'expérience qu'il fallait lui chercher une auxiliaire de vie scolaire. Oui. Donc c'est possible. J'aimerais m'attarder C'est sur vrai. ce point justement. Aujourd'hui, votre fils, il a 11 ans, il arrive à lire et à écrire. Quels sont les problèmes qu'il a? Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement? Pourquoi il ne peut pas intégrer une classe Il a normale? des troubles, des sensibilités sensorielles, et donc qui engendrent. C'est fréquent, c'est normal Voilà, chez ça un autiste. engendre des troubles comportementaux. Il supporte pas le bruit. Voilà, ça peut être n'importe quoi, la craie sur le tableau, il peut la supporter comme à un moment, Il est colérique, votre fils, pas madame? du tout, il est très calme, il est très très calme, il peut l'être quand on ne le comprend pas. Et pour ses notes? Il est très bon, et pour ce qui est de la scolarité, il est bon. Pour ce qui est de son comportement, on peut dire qu'il est bon, mais ça reste un autiste, Oui. avec ses troubles. Et c'est pour ça qu'il lui faut quand même une auxiliaire. D'ailleurs, ça a été dit. Mais cette histoire d'auxiliaire, c'est vrai, vous avez dit que vous avez facilité les choses. Ça a toujours été le cas. Moi, avant ces directives, l'année dernière, l'année d'avant, ça se passait comme ça. On m'a toujours facilité les choses. À la DAS, au ministère, tout s'est toujours passé comme ça parce qu'ils ils sont pas là pour nous compliquer la vie. Donc, c'était déjà le cas. Et on s'attendait à ce qu'il y ait maintenant du nouveau. C'est ça qui nous fait mal. Et on parle toujours au futur. C'est ça qui nous perturbe un petit peu. Oui, on parle beaucoup des enfants autistes, mais on parle très peu de leur évolution à ces enfants. Est-ce qu'on pense aujourd'hui à l'évolution de ces enfants, c'est-à-dire quand ils vont devenir adolescents ou adultes? Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour leur avenir, justement? Vous allez me dire, c'est déjà compliqué pour leur scolarité, mais est-ce qu'on y pense au moins? Le penser, bien sûr. Parce que c'est très compliqué pour un même enfant. pour les autres enfants en situation de handicap, parce que c'est comme autiste ou handicapé. Par exemple, s'il y a un échec scolaire, par exemple, si on a des enfants qui sont scolarisés, ils ont la chance d'être au niveau des deux paliers, quoi, le primaire et le sixième, jusqu'à 16 ans et plus de 2 ans. Donc ils peuvent être jusqu'à 18 ans. Au-delà des 18 ans, s'il, par exemple, ne peut pas réussir le palier secondaire, donc il peut être orienté vers la formation professionnelle. En fonction de ses capacités, des vœux et tout. Donc on a déjà des enfants et adolescents, et notamment et surtout les adolescents, ils sont au niveau de la formation professionnelle, ils ont acquis des professions vraiment, des métiers, donc ils sont, d'ailleurs même, il y a qui sont même aidés par l'Agence nationale de microcrédit, ils ont monté même leur projet. Bon, c'est vrai, ils sont peu, mais c'est pas général, mais quand même. Est-ce que ça vous fait peur de penser à votre enfant à l'âge adulte? Il a 11 ans aujourd'hui, il est prépubère. Comment ça se passe avec lui? Ça fait... Comment ça se passe avec lui? Oui, ça fait 6 ans qu'on a peur, parce que ça fait 6 ans qu'on bataille pour qu'on l'accepte déjà à l'école. Nous savons très bien qu'il lui faut un certain niveau pour entrer, ne serait-ce que pour une formation professionnelle. Il lui faut au moins la 9e année. Donc, voilà, pour avoir le niveau de comprendre et d'assimiler et d'apprendre. Déjà pour la formation professionnelle, vous comprenez, s'il n'est pas accepté dans le primaire, c'est terminé pour lui. Il n'y a pas de cours à distance, ça commence au moyen. C'est pour ça que ça nous a angoissés depuis le début. Depuis qu'on bataille pour qu'on l'accepte en classe, ça nous angoisse. Et aujourd'hui, s'il arrive à avoir sa 5e, quels sont les problèmes de ces enfants? Comment évoluent-ils? Pas uniquement sur leur scolarité, c'est-à-dire, j'imagine que vous êtes documentée, vous êtes une femme instruite. Comment évoluent les enfants autistes à l'âge adulte? Ils évoluent en fonction de leur environnement, tout simplement. Ils évoluent en fonction de la société, de ce qu'ils ont vécu comme un enfant neurotypique, c'est-à-dire s'il a eu des traumatismes, s'il a été rejeté dans son enfance, vous imaginez bien, il peut même aller jusqu'au suicide. Un enfant autiste, c'est quelqu'un de très extrême dans ses pensées. Comment va on ne votre fils aujourd'hui? respecte pas leur sensibilité. Comment va votre fils aujourd'hui, Madame Acide? Il est triste. Il est triste. Il ne communique pas assez. Il est verbal, mais il ne communique pas.
Vous voyez ce que je veux De dire? toute façon, ce sont des enfants qui ont des difficultés à s'exprimer. Voilà. Il peut parler, mais il n'est pas communicatif. Mais on le voit dans ses yeux quand il pleure tout seul. Voilà, c'est malheureux. C'est malheureux. Vous pensez que vous êtes victime de la stigmatisation aujourd'hui, que vous êtes victime aussi d'un regard de la société? Le regard de la société commence à changer, parce qu'on commence à en parler, parce qu'on a tapé du poing sur la table. Libérer la parole, c'est très important. Et grâce aux médias, d'ailleurs, ça a beaucoup donné. On le sent. C'est un syndrome qui n'était pas connu. Donc aujourd'hui, on commence à en parler. Maintenant, tout le monde sait que c'est neurodéveloppemental. Je rappelle que l'Algérie... Il ne s'agit pas d'un retard mental. Que ce n'est pas un retard mental, que l'Algérie est soumise à l'OMS, que maintenant il est catégorisé dans les troubles neurodéveloppementaux et non pas dans les troubles mentaux. Donc c'est clair, de ce côté-là, normalement ça devrait être clair, que ce soit dans les institutions ou au niveau social. Oui. Dites-nous un peu quels étaient peut-être aussi, c'est important à rappeler pour les parents qui nous regardent aujourd'hui, quels étaient les premiers symptômes qui vous ont alerté? C'est une question qu'on pose à chaque fois dans cette émission, pour rappeler comment reconnaître un enfant autiste, parce que ce n'est pas toujours visible, hein, surtout quand c'est un enfant d'une certaine intelligence, parfois ça peut passer inaperçu, parfois c'est invisible. Hein. Dites-nous un peu comment ça a commencé. Ça peut être un handicap invisible, ça peut être considéré comme un handicap invisible, effectivement. Absolument, absolument. Et ça complique les choses, hein, justement. Ça complique trop les choses. Oui, dites-nous un peu comment ça a commencé avec votre fils. Ça a commencé justement, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé, il ne regardait pas dans les yeux. Il avait un intérêt restreint. Il avait des intérêts restreints. Et c'est ce qui l'a aidé d'ailleurs à écrire très tôt. À l'âge de 3 ans, il écrivait. C'est pour ça il écrivait, il lisait, alors qu'on ne lui a pas appris. Et pourquoi? Parce qu'il avait une obsession de tout ce qui était graphique. Et les lettres, il voyait ça tout le temps à la télé. Les lettres, il les redessinait tout en voulant savoir ce que c'était. Il montrait du doigt, il disait je lui disais c'est un S, un T. Il les a appris. Il retenait très rapidement. Il retenait très rapidement. Il a appris à lire les mots, les phrases, et puis c'était parti. À 3 ans et demi, il lisait le journal. Même en écriture cursive, vous pouvez lui écrire n'importe quoi avec n'importe quel caractère. C'est regrettable quand même, Monsieur Benhamzal, quand on voit qu'un enfant aussi brillant soit refusé à l'école. C'est tout à fait clair, bien sûr. Normalement, on va essayer de batailler dans ce sens, hein, parce qu'il faut la synergie de tout le monde pour justement donner la chance. Et puisque a bien dit madame, quand il y a une bonne volonté déjà de haut des responsables, donc c'est à nous maintenant de passer à l'action. Maintenant, un directeur d'établissement, normalement, ici qu'un enfant doit être scolarisé, c'est son droit le plus absolu, soit que ce ne soit pas la Constitution. Donc maintenant, c'est à nous de faire le suivi et de prendre les décisions qui s'imposent. Est-ce qu'on peut venir vers vous? Est-ce qu'on peut s'orienter vers votre direction, par exemple, vous représentez aujourd'hui la direction de la protection de ces enfants, si on est malmené, comme Madame Assid, parce que ça c'est très important. Est-ce qu'on peut venir vers vous? Moi, sincèrement, je reçois les associations, les mamans, les parents, je suis au bureau jusqu'à 19h, 20h. Donc, d'ailleurs, pas moins de... Jeudi passé, j'ai reçu 3 familles, 4 familles. J'aurais dû venir chez vous. Il n'y a aucun problème, Mais je pense que même le message a été passé au niveau des DAS. Normalement, les directions, parce que je suis en contact permanent. Ça, c'est au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale plutôt. Non, le ministre de l'Éducation, pas moi, le 2 septembre, suite aux directives de M. le Premier ministre, Madame la ministre de la Solidarité a été chargée de faire une réunion de coordination avec les secteurs concernés, à savoir, il était présent le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale et bien sûr les cadres de ces secteurs-là. Oui. Donc le groupe... Oui, allez-y, terminez. Le groupe de travail, elle a chargé un groupe de travail justement pour de faire ressortir des décisions et des mesures d'urgence. Oui. Oui, absolument, des mesures d'urgence. Donc peut-être qu'il faut rappeler aussi à ces directeurs d'école qui peut-être ont du mal à accepter la différence, qu'il est tout aussi important pour les enfants autistes d'être intégrés ou inclus dans les écoles que les enfants dits ordinaires, on va dire, ou neurotypiques.
neurotypiques, hein, c'est comme ça qu'on les appelle scientifiquement parlant, de se mélanger à des enfants différents pour apprendre la tolérance, n'est-ce pas, Madame Assid? Exactement. Ça va dans les deux. Oui, voilà, les, deux sens. les camarades de mon fils, maintenant, quand ils voient un autre enfant avec un spectre de l'autisme, oui. eh bien, ils l'acceptent, ils lui parlent, ils vont vers lui parce qu'ils savent qu'il n'ira pas vers eux. C'est très important. Absolument, c'est très important. J'ai envie de dire même pour tous les enfants aux besoins spécifiques, parce que si aujourd'hui notre société est un peu stigmatisante, hein, et qu'on a du mal à accepter ces enfants, c'est parce que longtemps on les a mis dans des centres spéciaux, alors qu'aujourd'hui la tendance est justement de les mettre dans des classes intégrées. Et d'ailleurs, pas moi, mais d'ailleurs, là j'ai, à titre d'information, là elle a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées, donc on est comptable de rendre compte. Donc, et là, il y a un article 24, il est clair. Normalement, la scolarité des enfants, normalement, doit être au niveau de l'éducation nationale. La formation, chaque secteur développe ses missions par rapport à ses prérogatives. Donc maintenant chez l'éducation, on est là. On est un secteur qui est horizontal. On travaille avec le secteur de la formation, le secteur de la santé, et notamment le secteur de l'éducation. Justement, on va les aider, justement, et surtout en matière de formation. Parce que les classes spéciales, c'est vrai, ils doivent être encadrés par des enseignants spécialisés. On a la chance. On va mettre l'accent sur les auxiliaires, hein, le problème des auxiliaires, parce qu'apparemment, c'est l'urgence. Absolument, c'est ça qui pose vraiment problème pour les parents. Je voudrais rappeler, il nous reste 2 minutes à peu près du temps de cette émission, et je voudrais rappeler également que l'autisme ne guérit pas, hein, Madame Assid, parce que beaucoup de parents aussi, hein, on parle de la société comme étant une société stigmatisante et une société qui n'accepte pas ses enfants, et il y a beaucoup de parents aussi qui n'acceptent pas leurs enfants. Il faut rappeler que l'autisme ne guérit pas et qu'il ne faudrait pas essayer de changer. Non, mais c'est important de dire aussi qu'il ne faut pas essayer de changer ses enfants, il faut les accepter. Non, justement, c'est à l'école de s'adapter à eux. Et non pas les obliger à s'adapter à un rythme, à un programme scolaire. On ne demande pas à ce qu'on leur fasse un programme spécifique. Hein. Tout à fait, tout à fait. Quels conseils peut-on donner aujourd'hui? On est pratiquement à la fin, on conclut. Hein. Quels conseils donner aujourd'hui aux parents d'un enfant autiste? C'est difficile de leur donner des conseils. Maintenant, moi-même qui suis en situation un petit peu difficile, je leur dirais de tenir bon, tout simplement. D'accepter ces enfants. De garder espoir. L'acceptation, vous savez. De ne pas être dans le déni. Écoutez, je représente un collectif de parents. Et nous sommes très nombreux sur tout le territoire national, et je peux vous dire que cette acceptation, elle est faite. Maintenant, moi, elle n'est pas faite par tout le monde. Vous m'excusez, Madame Assid. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de parents. Non, il y a beaucoup de parents. Ça, c'est établi. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de parents. Par qui? C'est établi par les pédopsychiatres. Il y a des parents qui. Alors on en vient là. Non. Il y a des parents qui consultent à l'âge de 7 ans. Ce n'est pas normal. Si on consulte tardivement, parfois, c'est parce qu'on est dans le déni aussi. On consulte qui et quoi et pourquoi? Consultez, voir ne serait-ce qu'un pédiatre, Madame Assid. Les pédiatres, il n'y a pas de souci, mais le pédiatre ne s'y connaît pas. Moi-même, j'ai consulté le pédiatre, il m'avait dit ne vous inquiétez pas, laissez, il va grandir. Donc c'est pas. On est à la fin de cette émission. Merci Madame Assid d'avoir participé à cette émission. Merci Monsieur Benhamzal. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir.